entre 2000 et 2011, c'est-à-dire pendant la période de règne de celui qui a précédé le président Macky Sall au pouvoir, donc de 2000 en 2011. De manière générale, dans les infrastructures dites structurantes, 726 milliards ont été investis. C'est pourquoi je dis souvent que nous sommes très loin d'être nihilistes. Nous savons que le régime précédent a fourni des efforts, même si l'efficience des ressources n'était pas forcément au rendez-vous. 726 milliards en 2000 et 2011, correspondant ainsi à une moyenne annuelle de 60 milliards d'investissements dans les infrastructures entre 2000 et 2011. Or, entre 2012, c'est-à-dire à l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, entre 2012 et 2016 seulement, donc en 4 ans, 840 milliards ont été investis dans les infrastructures. Ce qui donne une moyenne annuelle de 198 milliards d'investissements dans les infrastructures par an. Autrement dit, en 4 ans, le président Macky Sall a investi dans les infrastructures 3 fois plus que ce qu'avait fait son prédécesseur en 12 ans. Je vous laisse en tirer les conclusions. Je peux citer quelques exemples. Par exemple, dans les infrastructures routières, le tronçon Dinguiraye-Nioro-Keur Aïb, les habitants de cette localité, ils ne diront pas le contraire. Le tronçon Fatick-Kaolack, ceux qui ont pu se rendre au Magal de Porokhane s'en sont aperçus. Le tronçon Tamba-Dialokoto, le tronçon Touba-Dara, le tronçon Kédougou-Salamata, qui nécessitait quasiment 20 heures pour faire 80 km. Aujourd'hui, en moins d'1 heure, on relie Kédougou à Salamata grâce au président Macky Sall. Je peux dire la même chose dans les infrastructures visant à désenclaver certaines localités, par exemple les ponts. Entre 2000 et 2011, nos prédécesseurs ont construit quand même 11 ponts, ce qui correspond à une moyenne de 1 pont par an. Entre 2012 et 2017, le président Macky Sall en a construit 12, correspondant ainsi à une moyenne de 3 ponts par an. Je n'ai pas besoin de faire le rapport. Toujours dans les infrastructures routières, le président Macky Sall, en 5 ans, a construit 125 km linéaires en autoroute. C'est extrêmement important. Et en route courte, il a pu construire 135 km de route goudronnée. Vous avez sûrement également entendu parler du PUDC, qui a permis, dans son volet construction de pistes, à beaucoup de nos compatriotes qui, avant,
étaient coupés du reste du monde à partir de la tombée de la première pluie, donc étaient contraints de rester dans leur village et se voyaient face à eux l'impossibilité, ne serait-ce que d'aller dans les loumes afin de générer des ressources leur permettant de vivre. Le président Macky Sall, à son arrivée, a construit plus de 1300 km de pistes rurales permettant au village de pouvoir être liés au reste du monde. Toujours dans le cadre de ce PUDC, dans sa générosité et dans son esprit d'équité, le président de la République avait fait le constat des travaux laborieux auxquels les femmes de nos villages étaient confrontées quotidiennement. Je veux dire, à piler le mil et bien d'autres choses, à puiser de l'eau au puits des villages à travers le PUDC, d'importants lots de matériel leur permettant de piler le mil, leur permettant de fabriquer de la pâte d'arachide. Et même aujourd'hui, ce qui jadis avait disparu dans la chaîne des valeurs de l'agriculture a revu le jour. Il s'agit de l'huile Ségal, qui du reste qui est de l'huile qui est fabriquée de manière artisanale avec la graine d'arachide. Aujourd'hui, les villages qui n'ont jamais vu de l'électricité et qui des fois étaient exposés à des risques d'incendie par le fait de l'utilisation de la bougie, dans lesquels villages également les enfants ne disposaient pas d'éclairage leur permettant de voir de manière lisible leurs cours et d'apprendre leurs leçons. Ces villages aujourd'hui ont bénéficié d'électricité grâce aux différents programmes, le PUDC, mais également des programmes initiés par nos partenaires au développement. Ce qui me permet de revenir un peu dans le domaine de l'énergie, en particulier de l'électricité. De 1960 à 2012, la puissance électrique produite, la capacité de production de la Sénélec a été doublée entre 2012 et 2016. Comment? Par une rationalisation du secteur, mais également par la mise en place du mix énergie. C'est ainsi que plusieurs champs solaires ont été mis en place par le président Macky Sall, mais ceci n'était pas suffisant pour garantir l'approvisionnement en électricité en quantité et en qualité. Et je vous rappelle que le support de transport de l'électricité que nous avons trouvé en place était là depuis nos indépendances. Et vous savez pertinemment que ce genre de matériaux ne peuvent pas échapper à la contrainte de la vétusté, mais également de tout simplement de la pourriture pour certains fils. C'est ainsi qu'un important programme est initié et c'est pourquoi vous voyez partout dans les villes
des canaux qui sont creusés afin de remplacer le support de transport qui était des fils externes par des supports beaucoup plus adaptés, mais cette fois-ci en souterrain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons pu, avec plaisir, réaliser cette interview avec vous, sans être dérangé par le bruit des groupes électrogènes, mais également avec quiétude face au risque de délestage, ce qui n'était pas envisageable avant la prise de pouvoir par le président Macky Sall. Et dans le domaine de l'énergie également, et toujours en corrélation avec sa volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, il a procédé à la réduction du prix de l'électricité. Dans le domaine social, le président de la République s'est d'abord attaqué à ce qui nous semble très important dans la vie de tout compatriote, c'est la religion. Les cités religieuses qui faisaient l'attraction de plusieurs fidèles et qui font l'attraction de plusieurs fidèles à l'occasion de certaines manifestations se sont vues modernisées par le président de la République. Aussi bien Touba, Tivaouane, chez les Niassènes, Médina, Yoff, chez les Layènes, la communauté catholique également, tous ont bénéficié de la modernisation des cités religieuses. Et au passage, au nom des Pikinois, je salue la générosité du président de la République qui nous a reconstruit notre mosquée qui est un patrimoine historique pour Pikine, je veux dire la grande mosquée de Pikine. Il s'est d'abord attaqué donc aux cités religieuses dans le cadre de leur modernisation. Le président de la République a également, par respect à la croyance des Sénégalais, il a fait du lendemain du Magal un jour férié, en hommage mérité à Serigne Touba, qui, s'il est de besoin de le rappeler, était un combattant, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Sur le plan social également, le président de la République a donné de la dignité à nos chers compatriotes handicapés physiques en mettant en place la carte d'égalité des chances qui leur permet d'être pris en charge en cas de maladie, mais également de bénéficier d'autres avantages, mais aussi d'être automatiquement bénéficiaire de la bourse familiale de solidarité. Toujours sur le plan social, le président de la République a de manière exponentielle augmenté le nombre de manifestations religieuses agréées par l'État. Vous savez que l'État du Sénégal appuie les manifestations religieuses significatives, entre guillemets, tous les ans. Et à cet effet-là, un certain nombre, pour en bénéficier, il faudrait être agréé.
Mais aujourd'hui, je puis presque vous dire que l'agrément se fait de manière spontanée, car partout où il y a des manifestations, non seulement il appuie financièrement, mais il met en place une délégation gouvernementale pour représenter l'État, ce qui me semble extrêmement important. Bien d'autres choses également ont été réalisées dans le domaine social. Mais je voudrais parler de la gouvernance. Vous savez bien qu'avant l'arrivée du président Macky Sall, il était même arrivé qu'un concept fasse l'objet de promotion. Et ce concept-là, c'était que Khalis, ken du ko liggéey dañ koy lijjanti. Autrement dit, ce concept visait à dévaloriser le travail au profit des stratégies de courte échelle, menant certains à braver la loi pour s'enrichir. Vous avez vu que du point de vue foncier, tout simplement, de multiples troubles ont été occasionnés sous le régime précédent par le simple fait de la boulimie foncière de certains acteurs du gouvernement que nous avons remplacé. C'est pourquoi le président de la République, dès son arrivée, a mis en place une commission devant réfléchir sur, n'est-ce pas, la gestion du foncier. Et il est allé encore beaucoup plus loin en prenant la mesure permettant à tout Sénégalais bénéficiaire de permis d'occuper de pouvoir accéder au titre foncier, lui permettant d'accroître ses garanties bancaires si de besoin, mais également de revaloriser leurs biens immobiliers à l'effet d'une vente éventuelle ou alors, en tout cas, d'un héritage éventuel. C'est pour vous dire que dans le mode de gouvernance, le président de la République a tenu à ce que certaines inégalités soient d'abord rétablies, mais en plus, il a mis en place des instruments à vocation de veiller à l'intégrité et à la probité morale de ceux-là qui travaillent pour l'administration sénégalaise. C'est ainsi qu'il a mis en place l'organe de lutte contre la corruption, l'Office national, l'OFNAC. C'est ainsi également que de manière responsable, il a réactivé la CREI, qui du reste a été mise en place par son Excellence, l'ancien président de la République, Abdou Diouf, laquelle CREI a été maintenue par son prédécesseur Abdoulaye Wade, mais laquelle CREI également était inactive pour des raisons qui ne font pas l'objet de notre interview. Toujours est-il qu'à un moment donné de notre histoire, l'ancien président de la République avait estimé nécessaire de mettre en place un organe judiciaire efficace et avec comme vocation de réduire de manière drastique la corruption, n'est-ce pas, dans l'administration. Le président de la République a également libéré l'inspection générale d'État, qui fait son travail de manière indépendante, mais également il a amené des changements dans le format de notre juridiction, avec la possibilité à l'Assemblée nationale de proposer des membres du Conseil
constitutionnelle, en élargissant également le champ d'action de la Cour des comptes, mais également en essayant de décongestionner un tout petit peu les prisons avec la construction de nouveaux bâtiments permettant à ces citoyens sous détention judiciaire de vivre décemment, mais également beaucoup d'autres réformes sur le plan pénal visant à rendre plus de liberté et plus de droits aux Sénégalais. C'est ainsi que, aujourd'hui, la justice sénégalaise qui a fait l'objet d'une enquête qui a révélé que plus de 60% des Sénégalais sont d'accord sur l'efficacité et l'indépendance de la justice sénégalaise. Il a mis en place également une école de formation de nos magistrats, formation adaptée à notre système social, mais également aux droits tout simplement. Le président de la République également, dans ses 5 ans de règne, a opéré d'autres changements dans le domaine tout simplement de la répartition des ressources nationales. Si vous prenez une région comme Sédhiou, depuis les indépendances jusqu'en 2012, vous ne pouviez pas voir 1 kilomètre de route goudronnée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il a également, dans sa vision de rétablir l'équité, il a mis en place l'acte 3 de la décentralisation. Car vous savez, avant cela, le Sénégal était divisé en 2 parties. Je l'ai dit plus haut, le Sénégal rural et le Sénégal citadin. C'est pour cela qu'on parlait de communauté rurale et de commune. Ce qui est une injustice, parce qu'il n'existe qu'un Sénégal peuplé de Sénégalais qui sont tous égaux devant la loi et qui sont en droit de revendiquer également, de bénéficier, n'est-ce pas, des ressources de l'État. Ainsi, donc, l'acte 3 de la décentralisation consacre la communalisation intégrale. Autrement dit, l'habitant de Yang Yang, qui était obligé de se déplacer jusqu'à Touba pour avoir un extrait de naissance, peut désormais l'obtenir à partir de sa commune. Il a également revu les compétences affectées aux communes, ce qui est une manière pour lui de territorialiser le plan Sénégal émergent, qui, comme je vous l'ai dit, j'avais dit que je vais y revenir succinctement, qui est devenu le référentiel économique et de gouvernance du Sénégal. C'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal que nous avons opéré une rupture avec ce mode de gouvernance traditionnel, avec ce mode de pilotage archaïque qui était guidé par la gouvernance à vue. Ce qui nous a retardé jusque-là, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui heureux d'avoir à disposition un plan qui du reste transcende au moins 3 mandatures de président de la République. Et ce plan Sénégal émergent est tout simplement articulé sur 3 axes qui sont les axes majeurs de tout pays en voie de développement, à savoir mettre en place une économie structurante, développer le capital humain
mais également veiller à la bonne gouvernance de la chose publique. Vous savez également que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un président de la République construit une ville. Je vous parlais de Diamniadio. Il y a 20 ans, personne ne pensait acheter un lopin de terre dans la zone rurale de Diamniadio, qui aujourd'hui fait l'objet d'une attraction tant du point de vue national que du point de vue international par des investisseurs qui aujourd'hui sont finis d'être convaincus de la stabilité de notre pays, de la crédibilité de notre économie, mais également des bonnes perspectives. En témoigne l'accroissement progressif du taux de croissance économique de notre pays, mais également les places que le Sénégal gagne de plus en plus dans la cotation Doing Business en termes de réformes pour booster l'emploi. Le président de la République a procédé à 2 grandes orientations. La première grande orientation est inspirée par le fait que le développement est pris en charge par le secteur privé. Et avec le constat de la difficulté des entreprises à accéder au financement par l'absence de garanties requises, mais également par l'absence de banques de développement. Vous savez que nos banques à disposition sont des banques commerciales, donc avec des ressources courtes, ne leur permettant pas de s'engager sur des financements longs. Et vous savez que le haut du bilan nécessite des financements longs afin de permettre à l'entreprise de pouvoir se développer, accroître sa compétitivité, mais également faire face à ses créances de la manière la plus paisible possible. Et pour cela, il a mis en place le FONGIP qui apporte une garantie complémentaire aux entreprises, mais également il a mis en place la BNDE qui a pour vocation d'accompagner les entreprises. Donc, ce qui va accroître la compétitivité des entreprises. Donc, nécessairement, la conséquence, c'est le besoin de recrutement et également, en face, l'autre orientation, c'est de pouvoir à cette entreprise-là le mot industrialiste correspondant réellement à son besoin par la réorientation de la formation vers les métiers. Globalement, le temps est court, on me le signale, donc je suis obligé de, pas de résumer, mais tout simplement de dire que le premier changement opéré par le président de la République a été dans la mobilisation des ressources par les réformes dont j'ai parlé tantôt, premièrement. Deuxièmement, l'optimisation des financements avec des crédits beaucoup plus intelligents. Le changement de paradigme dans la répartition géographique des infrastructures de l'État en inversant les choses avec d'importants programmes pour le monde rural, le PUDC, le PUMA, mais également avec un programme de maintien des acquis et de la promotion des acquis en termes d'infrastructures, le programme Promoville pour les villes. Il a également changé le paradigme dans le monde, dans le domaine social, mais et surtout dans le domaine agricole. Pour la première fois au Sénégal, nous atteignons une production d'arachide de 1,4 million tonnes, alors que lorsqu'il accédait au pouvoir, on avait du mal à atteindre
400 000 tonnes. Par une politique efficace, d'abord par la revalorisation du capital semencier, qui est passé de 6 000 tonnes à plus de, aujourd'hui, 60 000 tonnes, mais également par la semi-industrialisation progressive de l'agricole, par la dotation d'attelage agricole aux paysans, mais également par une revalorisation des sols avec de lourds investissements dans les produits fertilisants, ce qui peut nous permettre d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, qui est un credo qui tient le président de la République à cœur. Je dirais que c'est vrai, 5 ans c'est court, mais ce qu'il a fait en 5 ans suffisait pour quelqu'un qui a fait 12 ans au Sénégal, n'est-ce pas, pour défendre, pour revendiquer la confiance des Sénégalais. Et je suis sûr que l'intelligence électorale dont les Sénégalais ont toujours fait montre ne manquera pas au rendez-vous de 2019. Et je suis sûr que si c'est le cas, et je sais que ce sera le cas, le président de la République fera un deuxième mandat grâce à Dieu à travers la volonté des Sénégalais. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.